Mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. L'anesthésie est un acte médical par lequel toutes les sensations et particulièrement celles de la douleur sont supprimées. Elle peut être générale dans le cadre d'une intervention chirurgicale ou d'un examen invasif. Elle peut être également loco-régionale. Dans ce cas, l'anesthésie concerne une zone précise que l'on insensibilise et n'entraîne pas de perte de conscience. L'anesthésie est pratiquée avec des médicaments administrés par voie intraveineuse ou respiratoire. Ce n'est jamais un acte anodin et toute anesthésie présente de rares risques d'accident cardiaque, d'allergie ou encore d'amnésie. C'est donc pour parler d'anesthésie que je reçois pour vous sur ce plateau le médecin général, le professeur Nazinouba Ouedraogo. Professeur Ouedraogo est anesthésiste, réanimateur et chef du département d'anesthésie, réanimation, urgence du CHU Yalgado Ouedraogo. Docteur Flavien Caboret, professeur agrégé, médecin anesthésiste, réanimateur, chef de service d'anesthésie, réanimation du CHU Blaise Compaoré. Docteur Inesta Wemenga Wensouri, médecin anesthésiste, réanimateur au CHU Yalgado Ouedraogo. Et enfin, M. Yacouba Biyen, attaché de santé en anesthésie, en service au CHU Blaise Compaoré. M. Biyen est également vice-président de l'Association des agents spécialistes en anesthésie réanimation. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous suivre, participer à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Professeur Ouedraogo, quelle est la place de l'anesthésie dans les soins? Merci madame, bonsoir. L'anesthésie est une discipline transversale qui a pour fonction d'aider et de permettre aux autres spécialités de réaliser les soins curatifs ou diagnostiques sur le patient en toute sécurité et en lui assurant le confort qui permet la réalisation de ces actes. L'anesthésie est ainsi indispensable pour de très nombreux actes de soins dans les hôpitaux et on estime que dans un hôpital moderne, 70% de l'ensemble des activités ne peut être réalisé sans l'intervention de l'anesthésie. Docteur Caboret, à quel moment l'anesthésie est sollicitée? Disons que l'anesthésiste sera sollicité chaque fois que on aura besoin de réaliser une anesthésie. Et donc, comme on le disait, l'anesthésie peut être faite pour une intervention chirurgicale. Elle peut être réalisée aussi pour traiter une douleur qui est rebelle au traitement usuel. Dans ce cas, on va anesthésier la partie du corps qui est le siège de la douleur. On peut aussi faire l'anesthésie pour réaliser certains examens tels que le scanner ou bien la fibroscopie digestive. On peut aussi faire une anesthésie pour administrer des soins.
Par exemple, en cardiologie, certains patients qui souffrent de certaines maladies du cœur bénéficieront d'un traitement qu'on appelle couramment donc choc électrique externe. Vous savez que ce type de traitement est très douloureux et donc avant de réaliser ce traitement, il faudrait bien sûr donc qu'on réalise une anesthésie pour que le malade ne souffre pas pendant ses soins. Professeur Ouedraogo, comment est formé un médecin anesthésiste? Les médecins anesthésistes sont formés dans le cadre des filières de formation médicale spécialisée que nous appelons au Burkina Faso les diplômes d'études spécialisées. Une filière de formation en anesthésie-réanimation est ouverte à l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université de Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo depuis 2010 et permet donc la formation de médecins anesthésistes réanimateurs. Il s'agit d'une formation de 3e cycle dans le cadre du nouveau découpage en LMD et le cycle dure 4 ans. La formation est basée sur les programmes harmonisés de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui permet de bénéficier dans tout l'espace CEDEAO de programmes similaires, sinon identiques, pour toutes les formations dans le domaine de la santé et donc d'un niveau de qualité et de qualification semblable pour tous les spécialistes venant de tous les pays. Cette formation est à la fois théorique et pratique et dans le cadre de l'anesthésie-réanimation, les responsables de la formation ont estimé qu'il est utile pour que les futurs spécialistes bénéficient du maximum de compétences et soient à jour par rapport aux techniques en cours dans la discipline, qu'ils effectuent une année de stage au moins dans des pays à meilleur équipement que le nôtre, en attendant que, nous l'espérons bientôt, le cadre hospitalier chez nous permette d'acquérir ces compétences. Nous avons également des infirmiers anesthésistes. Monsieur Bien, comment est formé un infirmier anesthésiste? Ok, merci. Pour les infirmiers anesthésistes, je dirais que ça rejoint un peu ce que le professeur a dit. C'est une spécialisation au niveau des paramédicaux. Voilà, donc pour être infirmier anesthésiste au Burkina, couramment appelé attaché de santé, il faut être d'abord titulaire du diplôme d'infirmier d'État ou de sage-femme. Et ensuite faire une formation de 2 ans à l'École nationale de santé publique. Une formation qui est ponctuée par de cours théoriques et beaucoup de stages. Voilà, à l'issue de la formation, on obtient le diplôme d'attaché de santé à l'anesthésie qui permet d'exercer. Avec plus de 300 actes chirurgicaux par mois, la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo connaît une activité intense qui ne peut se faire sans l'appui de l'anesthésiste. Comment se passe la collaboration entre l'anesthésiste et les autres corps du métier avec qui il est amené à travailler dans un bloc opératoire? La réponse avec Isaka Ouedraogo et Lazare Pouya. À la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, le bloc opératoire est, selon les spécialistes du domaine, très actif. Plus de 300 interventions chirurgicales sont réalisées mensuellement avec l'appui des anesthésistes. Un pool de 21 membres d'anesthésistes, organisés en 3 équipes par jour, accompagne les chirurgiens au bloc opératoire pour les différents actes. Ce qui est de l'unité du bloc opératoire de la maternité, il faut avoir dit que c'est un bloc qui est très actif. Je dirais même que c'est peut-être l'un des blocs les plus actifs du CHU Yalgado. Parce que vous avez environ 320 interventions qui sont réalisées par mois. Donc ça fait quand même du travail. Et dans ce travail-là, nous distinguons deux situations. Il y a les malades qui sont opérés en urgence et il y a les patients qui sont opérés après une programmation. Et son gynécologue décide à un moment donné de l'opérer. L'anesthésiste intervient dès lors qu'il a été décidé que la patiente va être opérée. Disons qu'il est le premier maillon après la décision d'opérer. S'il s'agit de la situation de la malade qui va être programmée, la première étape, c'est qu'elle passe chez le médecin anesthésiste pour subir ce qu'on appelle une consultation pré-anesthésique. Lors de cette consultation, elle a pour but, disons, de détecter les problèmes et de choisir la technique anesthésique la plus appropriée pour l'intervention qui va avoir lieu. Et ensuite, le malade ou la malade est confié à son chirurgien qui décidera maintenant de la période la plus propice pour lui pour l'opérer. Donc c'est à l'issue de ce qu'on appelle un programme opératoire qui est fait
chaque vendredi ici. C'est le jour seul où on ne fait pas de chirurgie programmée. Donc, l'anesthésiste a déjà fait son rôle, a préparé le malade et le malade va être opéré. Avec plus de 3600 interventions chirurgicales par an, les chirurgiens, tout comme les anesthésistes, sont au four et au moulin pour donner satisfaction aux patientes. Les anesthésistes sont ici confrontés à un certain nombre de difficultés. C'est beaucoup plus un problème d'appareillage, c'est-à-dire que pour faire de l'anesthésie de qualité, il y a que vous devriez être équipé d'un minimum d'appareils et d'instruments. Ces appareils-là nous font défaut, ça va de soi. C'est-à-dire soit ils sont là trop vieux et ne peuvent plus afficher toutes les fonctions de départ. Par exemple, on a des appareils qui ne peuvent plus mesurer comment le malade utilise l'oxygène, ce que nous appelons la saturation. Il y a des appareils qui ne peuvent plus nous montrer le tracé de l'activité cardiaque. Il y a des appareils même qui ne peuvent même plus mesurer la tension artérielle. Donc vous avez beaucoup de petits problèmes qui sont là, qui font qu'on a beaucoup d'appareils qui ne sont pas fonctionnels comme on le voudrait, et ça limite la sécurité en anesthésie. À cela s'ajoute le manque de médicaments pour endormir les patientes afin de faciliter l'acte chirurgical. Quand cela ne tienne, gynécologues obstétriciens attachés de santé en chirurgie, garçons de salle et anesthésistes entretiennent de bonnes relations. Une complicité qui facilite l'acte chirurgical pour le bonheur de la patiente. Ici, la collaboration, je peux dire qu'elle est bien et que les uns et les autres se comprennent et se portent mutuellement secours. C'est-à-dire que parfois, les anesthésistes sont dans des situations où ils ont besoin d'une troisième main. Les chirurgiens qui sont là peuvent venir rapidement pour les appuyer. Et il y a des situations où parfois même pour prendre et placer une perfusion, ça pose problème. Chacun vient et apporte sa contribution pour résoudre le problème. C'est pour dire que quand même, il y a un esprit de collaboration qui est assez remarquable. À l'image de la maternité, les autres services du CHU Yalodo Ouedraogo, comme les services ORL et chirurgie cervico-faciale, connaissent les mêmes réalités. L'anesthésiste joue un rôle central au début, pendant et à la fin des interventions chirurgicales. Il est donc un des maillons incontournables sans lequel l'acte chirurgical serait presque impossible. L'anesthésie-réanimation est un domaine clé dans la chaîne sanitaire. L'anesthésiste intervient notamment dans la prise en charge avant, pendant et après l'intervention chirurgicale. À Bodoulasso, on les retrouve au CHU Souro Sano et au CMA du secteur 22. Le reportage de Maneka Yen et Mireille Carole Tougma. Cette patiente entre au bloc opératoire pour une césarienne, une intervention qui ne peut se faire sans la présence d'un maillon essentiel de la chaîne, l'anesthésiste. Avant qu'ils arrivent déjà au bloc opératoire, ils ont été vus par le chirurgien et ils ont une consultation d'anesthésie. Et cette consultation dit que le patient est apte à être opéré. Et il vient en ce moment au bloc opératoire où il est reçu par les médecins anesthésistes et les attachés de santé en anesthésie. Et il bénéficie d'une anesthésie qui peut être une anesthésie générale où le malade est totalement endormi, ou bien une anesthésie loco-régionale, on endort une partie du corps. Toutes les interventions que nous avons ici, à savoir les césariennes, les interventions de chirurgie générale, il faut l'anesthésie pour pouvoir prendre en charge ces patients. Donc l'anesthésie a un rôle capital dans la chaîne de soins. L'anesthésiste est donc le collaborateur par excellence des chirurgiens de diverses spécialités. Une collaboration qui se passe sans heurts au dit des concernés. Chez nous, il n'y a pas de problème. Les médecins sont disponibles, si on les appelle, ils viennent. Bon, avec la maternité aussi, il n'y a pas de problème. Bon, comme nous sommes anesthésistes, nous faisons les choses qui sont les attachés de certaines chirurgies. Là aussi, il n'y a pas de problème. La collaboration avec les chirurgiens, ça se passe bien. Hein. C'est un couple. Donc, il faut forcément que chaque membre du couple soit, on va dire, en harmonie avec l'autre. Tout se passe bien avec les amis chirurgiens et c'est bien sûr au profit du malade. Cependant, l'exercice du métier ne se fait pas sans difficultés. Des difficultés rencontrées notamment au niveau du plateau technique. Les difficultés majeures, c'est
on va dire les ruptures intempestives en produits anesthésiques, notamment les médicaments qui sont utilisés pour endormir les patients, les médicaments qui sont utilisés pour maintenir les fonctions vitales, manquent également à l'appel. Et tout ce qu'il y a comme matériel pour surveiller le patient pendant l'intervention, pour surveiller le cœur, pour surveiller la respiration. Ce matériel est très souvent défectueux, sinon il n'existe même pas dans nos blocs opératoires. Nous avons normalement 2 salles opératoires qui nous permettent de faire les interventions chirurgicales. Mais malheureusement, en septembre 2017, notre 2e salle opératoire, il y a un incendie qui s'est produit. Voilà, le bâtiment a subi des dégâts, de même que le matériel qui se trouvait dans cette 2e salle. Donc à l'heure actuelle, nous fonctionnons avec une seule salle opératoire. C'est une difficulté parce que souvent nous nous retrouvons face à 2, 3 urgences en même temps. Le centre médical avec antenne chirurgicale du secteur 22 de Bobo-Dioulasso, communément appelé CM1 de Do, dispose de 22 attachés de santé en anesthésie. Le centre hospitalier universitaire Sorosano, lui, dispose de 6 médecins spécialistes en anesthésie-réanimation, 5 en cours de spécialisation, qui travaillent en collaboration avec des attachés de santé en anesthésie. Une ressource humaine qui reste insuffisante. Professeur Ouedraogo, quelle est la spécificité du métier de l'anesthésiste réanimateur? La spécificité, ou plutôt les spécificités du métier d'anesthésiste réanimateur, je crois que la... Médecin anesthésiste, bien sûr. Oui, en fait, je dis médecin anesthésiste réanimateur. Le titre complet, il faut qu'on ajoute le réanimateur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 2 faces liées. L'anesthésie est accompagnée, précédée et indissociablement liée à la partie réanimation. Et la principale spécificité est l'étendue du champ de compétences que doit avoir l'anesthésiste. Nous avons évoqué tout à l'heure qu'il doit non seulement être anesthésiste, il doit être réanimateur, comme je viens de le dire. Il a aussi des compétences, il doit avoir des compétences en médecine d'urgence pour organiser et assurer la prise en charge des patients en urgence. Et il doit être capable, comme le disait le professeur Kaboré, de prendre en charge la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, par des techniques appropriées. Le deuxième aspect important dans le métier d'anesthésiste, c'est cette transversalité auquel les collègues de Bobo et de Yalardo ont fait allusion tout à l'heure. La collaboration avec surtout les chirurgiens, mais aussi un peu tous les spécialistes dans un hôpital qui ont tous, à un moment ou à un autre, recours au service de l'anesthésiste. Et je terminerai par une spécificité qui est extrêmement importante pour nous. C'est le souci obsessionnel de la sécurité des patients. L'anesthésie est une technique qui suspend les fonctions vitales comme la respiration, l'activité du cœur, la conscience du patient. Et il est important que nous sachions réaliser ces actes suspensifs qui privent le patient, qui suppriment les perceptions douloureuses, désagréables, mais il est aussi très important que nous puissions les assurer pendant l'anesthésie, parce qu'il ne faut pas que le cœur s'arrête, il ne faut pas que la respiration s'arrête, ou alors il faut les remplacer par l'intervention de l'anesthésiste, et conduire l'anesthésie de telle sorte que, après l'anesthésie, le patient récupère le plus rapidement possible et dans leur intégralité ces fonctions-là. C'est ça qui fait la difficulté et le stress de l'anesthésiste. Tout à fait. Et la particularité chez vous, en tant qu'infirmier anesthésiste, M. Bienne? Alors, côté infirmier anesthésiste, je dirais que ce qui prime, c'est surtout les gestes techniques. Voilà, les gestes techniques, notamment comment ventiler un malade, je veux dire comment le faire respirer d'une certaine façon, l'intubation. Ensuite, il y a l'utilisation et puis la maintenance et le nettoyage du matériel d'anesthésie. Ça incombe à l'attaché de santé en anesthésie. Voilà. Il y a également les voies veineuses. Voilà. C'est lui qui est en premier sur les malades pour la voie veineuse. Il peut demander du renfort en cas de besoin. Voilà, mais c'est lui qui est d'abord en premier. Il y a également le contrôle des voies aériennes. Ça veut dire pour le passage
correcte de l'air au niveau de la respiration. Également, il y a la pratique de l'anesthésie, voilà, la pratique comment le faire, et puis il y a la préparation des médicaments. Donc c'est l'attaché qui est chargé de préparer les médicaments, d'étiqueter les différentes seringues, voilà, avant le début du travail. Il y a également la prise en charge de la douleur. Il participe également à la prise en charge de la douleur parce que c'est lui qui échange beaucoup avec le patient. Voilà, donc il participe à la prise en charge de la douleur. Il doit être également apte à travailler en équipe. Dans le reportage, on a vu que voilà, on travaille avec les chirurgiens, donc il n'a pas le choix. Il faut être vraiment collaboré pour que tout puisse marcher. Voilà. Docteur Mansouri, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne anesthésie? Merci. Pour une bonne anesthésie, il faut d'abord une équipe, un personnel qualifié. Donc, il faut des anesthésistes et c'est au moins 2. Et ensuite, il faut des locaux adaptés qui répondent aux normes. Et il faut procéder donc à la vérification de la salle opératoire. Donc, il faut vérifier la disponibilité donc, de l'oxygène, donc du matériel d'aspiration, le matériel de monitorage qui va permettre de surveiller le sommeil, voilà, du patient. Donc, il faut vérifier la disponibilité des consommateurs, tout ce qu'on va utiliser comme voie veineuse pour faire la voie veineuse, les perfusions. Donc, il faut vérifier la disponibilité des produits anesthésiques et des produits d'urgence au bloc opératoire. Donc, il faut tout ça pour faire une bonne anesthésie. Pourtant, dans le reportage, nous avons vu que ce n'était pas le cas. Tout le matériel est un peu dessué. Bon, professeur, comment vous vous débrouillez avec tout ça? Parce qu'apparemment, peut-être qu'à Blaise Compaoré, au CHU Blaise Compaoré, c'est différent. Docteur Kaboré. En tout cas, à Yalgado, nous avons vu qu'au service de la maternité, ça ne va pas du tout. D'accord, merci. Vous avez effectivement raison. Le niveau d'équipement en matériel et aussi le niveau de la qualité de développement, il y a de la qualité du personnel et la quantité de personnel spécialiste en anesthésie est variable d'un hôpital à un autre. Et il y a des hôpitaux qui sont mieux nantis que d'autres. J'ai la chance de travailler dans un hôpital effectivement qui est récent, qui a un équipement qui est assez conséquent. Et cela, malgré les difficultés donc, en matériel évoquées par mes camarades, il faut dire que ça n'empêche pas que les interventions, les anesthésies se passent très bien. Donc, avec beaucoup de sécurité. Exactement. Vous pouvez vous rassurer que mes collaborateurs, mes collègues ils réalisent des prouesses chaque jour pour que nos patients puissent être anesthésiés donc, en toute sécurité. Et je profite donc justement de cette opportunité pour saluer le travail abattu par nos collaborateurs, les attachés en anesthésie, qui sont seuls dans la plupart des blocs opératoires, parce qu'en dehors des grandes villes du Burkina, il n'y a pas de médecins anesthésistes. Donc, ils sont tout seuls à réaliser les actes d'anesthésie et avec brio. Donc, c'est l'occasion, en tout cas pour nous, de les féliciter. Et puis, voilà. Nous nous sommes intéressés également à l'anesthésie chez l'enfant au centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Ce sont plus de 3000 actes chirurgicaux qui sont posés par an. Découvrons la particularité de l'anesthésie chez les tout jeunes dans ce reportage signé Issa Kawedrago et Lazare Pouya. Nous sommes au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle à Ouagadougou. Au service de la chirurgie viscérale, les agents de santé s'activent pour une intervention chirurgicale. Les anesthésistes réanimateurs attendent le malade. Puis, c'est la préparation pour endormir le malade afin de faciliter l'intervention chirurgicale. Nous faisons en moyenne entre 2000 et 3000 interventions par an. Par semaine, on peut se dire que nous faisons une douzaine. Le programme, ça c'est le programme. Voilà, les urgences, ça varie. On peut faire au moins 6 interventions. À chaque intervention chirurgicale, l'anesthésiste est au début, pendant et à la fin de l'acte. Mais la particularité de l'anesthésie chez l'enfant se situe à plusieurs niveaux, à savoir le fonctionnement de l'organisme, la physiologie et l'anatomie
qui sont différents par rapport à l'adulte. Avant même l'intervention, avant l'entrée au bloc opératoire, par rapport au niveau de la consultation d'anesthésie, la consultation va concerner et l'enfant, mais aussi ses parents. Voilà, donc c'est une particularité. Il faut rassurer aussi les parents, parce que quand les parents sont très stressés, ce stress-là va jouer sur l'enfant. Et l'enfant, à l'entrée du bloc, va être aussi stressé. Et au moment de l'entrée au bloc opératoire, on a des difficultés parce que l'enfant a du mal à se séparer de sa famille. Donc vous l'avez constaté, on a un enfant qui crie, qui pleure lorsqu'on veut le faire rentrer au bloc opératoire. Maintenant, une fois rentré au bloc opératoire, pour prendre la voie veineuse, nous sommes obligés d'endormir l'enfant un peu avant de pouvoir prendre la voie veineuse. Contrairement à chez l'adulte où, lorsqu'il rentre au bloc, il va s'asseoir, il est éveillé, on pose la voie veineuse pour pouvoir faire l'anesthésie. Mais chez l'enfant, il faut l'endormir d'abord. Et au moment également de la gestion des voies aériennes, puisque lorsque nous mettons nos produits anesthésiques et que l'enfant va dormir, l'enfant ne peut plus contrôler la respiration. Donc il faut l'aider. Et il faut gérer les voies aériennes. C'est pour ça que nous avons mis le tuyau. Et une particularité chez l'enfant est que ça peut être un moment qui va présenter plus de complications que chez l'adulte. Donc la gestion de ces voies aériennes là, chez l'enfant peut être plus difficile, liée à ses particularités anatomiques. On a mis ce stéthoscope. Donc ça, c'est très important en anesthésie pédiatrique. Ça permet de surveiller le corps, malgré que nous ayons des moniteurs pour surveiller le fonctionnement du corps de l'enfant. Il faut mettre ce stéthoscope-là également pour de temps en temps écouter. En post-opératoire également, une des particularités chez l'enfant, ça va être la gestion de la douleur. Il s'agit entre autres de voir les méthodes d'évaluation, à savoir la gestion de la douleur et le comportement de l'enfant post-opératoire. À la salle de réveil où l'enfant sera admis après l'intervention, il y séjournera après quelques heures, le temps de s'assurer que l'enfant est bien réveillé avant de rejoindre la salle d'hospitalisation. Le rôle de l'anesthésiste continue également au niveau de la salle de réanimation. Dans cette salle équipée de 10 lits et de l'unique appareil respirateur, les visites sont interdites. Nous avons besoin de respirateurs, alors qu'actuellement nous n'avons qu'un seul. Pour 10 lits, voilà, on peut dire, pour 10 lits, nous n'avons qu'un seul respirateur. Donc c'est insuffisant. Donc en tout cas, nous pensons que l'hôpital fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'anesthésie réa, mais cela reste vraiment à améliorer. Pourtant, le plateau technique semble être adapté au regard du manque criard de lits d'hospitalisation et de respirateurs. De façon générale, on peut dire que le plateau s'y est, puisque nous avons des salles opératoires, nous avons 3 salles opératoires, nous avons une salle de réveil, et nous avons également l'hospitalisation qui comporte 24 lits. On a également un service de réanimation polyvalent qui prend en charge des pathologies médicales et puis la réa chirurgicale. Donc, c'est-à-dire les enfants en post-opératoire qui vont présenter souvent des complications. Donc, sur le plan des infrastructures, on peut dire qu'il y a une satisfaction, même si cela reste à améliorer. Maintenant, quant aux équipements, au niveau du bloc opératoire, si nous prenons les 3 salles, pour pratiquer l'anesthésie, nous avons besoin de machines d'anesthésie. Et actuellement, on peut dire qu'il n'y a que dans une salle où l'appareil d'anesthésie, on peut dire, est vraiment acceptable, très acceptable. Pour les autres, il y a une des salles où l'appareil vraiment, les 2 autres salles, nous souhaitons que dans un bref délai, nous puissions avoir de nouveaux appareils. Nous souhaiterons en tout cas qu'à la longue, nous puissions avoir plus de salles opératoires, plus de lits au niveau de l'hospitalisation pour mieux prendre en charge les enfants. Au regard de ce qui précède, l'urgence impose de renforcer les équipements au niveau des blocs opératoires et à la réanimation pour une meilleure prise en charge de nos enfants.
Docteur Wensouri, comment se déroule la consultation pré-anesthésique? Merci. Je voudrais préciser que la consultation pré-anesthésique est obligatoire. Donc, lorsque un chirurgien a décidé d'opérer un patient, il faut forcément qu'il voie un médecin anesthésiste qui va faire la consultation. Et lors de cette consultation-là, il s'agira pour le médecin d'évaluer le risque lié à l'anesthésie en faisant la consultation de ce patient. Et lors de cette consultation, des examens vont être demandés. Et ces examens, c'est vraiment au cas par cas. Donc, c'est en fonction du patient et du type d'intervention qui va être faite. Et à l'issue de cela, on va échanger avec le patient. Donc, lui expliquer quelles sont les différentes techniques d'anesthésie que l'on peut faire pour son intervention. Et il va choisir la technique. Selon ce qui est indiqué, ce qui lui convient. Donc, le patient a la possibilité, après présentation des types d'anesthésie, de choisir librement, sans problème. Oui, je peux prendre peut-être l'exemple, si on doit intervenir au niveau, par exemple, de la jambe, une fracture. Idéalement, on peut faire une anesthésie loco-régionale, donc piquer au niveau du bas du dos. Mais on peut également endormir le patient. Complètement. Voilà. Donc, on lui propose ces deux méthodes. Et il choisit. D'accord. C'est déjà bien de pouvoir choisir. Docteur Kabore, quelles sont les précautions à prendre avant une anesthésie? Ok. Comme l'a dit ma collègue, avant une anesthésie, la première précaution, c'est l'évaluation du malade d'abord. Donc, qui se fait au cours de la consultation d'anesthésie. Et après l'évaluation, on peut être amené à préparer le malade. Parce que de temps en temps, on a des malades qui ont d'autres pathologies. Et en ce moment, ça peut nécessiter donc que nous prenions attache avec le médecin qui le suit, son médecin traitant, pour voir dans quelle mesure on peut mieux le préparer afin que l'intervention, l'anesthésie puisse très bien se passer. Et une fois donc que cela est fait, on va donner quelques conseils. Un des conseils qui est aussi obligatoire, c'est le jeûne préopératoire. Parce que avant une intervention, une anesthésie, le malade doit rester à jeun. Donc, en fonction, disons en gros, pour les aliments solides, 6 heures de temps. Et puis pour l'eau, en gros, 2 heures de temps. 2 heures de jeûne. Donc, cela est obligatoire parce que quand on endort le malade, si le ventre, l'estomac n'est pas vide, le contenu peut remonter à la bouche et puis repartir vers les poumons. Et ça peut être catastrophique. Donc, le jeûne est obligatoire. Et puis, une fois que le jeûne est prescrit, maintenant, pour l'anesthésie proprement parler, nous allons préparer, il faut obligatoirement préparer la salle d'intervention, préparer les médicaments d'anesthésie, l'appareil d'anesthésie, parce qu'on ne doit rien improviser en anesthésie. Voilà, l'improvisation va toujours porter un préjudice au malade. Donc, tout doit être planifié. Exactement. Et le jour même de l'intervention aussi, une des précautions, c'est s'assurer qu'on a devant soi le bon malade pour la bonne chirurgie. Et les interventions d'urgence, comment vous faites? Parce que là, ce n'est pas planifié. Il y a des urgences aussi à gérer. Comment vous faites? Exactement. Pour les urgences, on doit obligatoirement évaluer le malade, même si on n'a pas le délai nécessaire comme lors de la consultation d'anesthésie, on n'a pas le droit d'endormir un malade sans l'évaluer. Parce que cela permet de choisir la technique et éventuellement de le préparer. Parce que souvent, on doit faire un minimum de préparation, une réanimation, comme l'a dit le professeur Ouedraogo, qui encadre donc le geste chirurgical. Donc cette préparation obligatoire, elle ne peut être faite que si on a auparavant donc évalué le malade. Voilà. Décrivez-nous un peu le travail d'équipe en tant qu'infirmier anesthésiste. Quand vous êtes dans un bloc, le travail d'équipe, comment ça se passe, Monsieur Bien? Il faut dire que le travail d'équipe, c'est comme on a vu dans le reportage. Voilà, l'équipe c'est composé des chirurgiens et puis des anesthésistes. Voilà, donc chacun a des tâches, voilà, qu'il doit accomplir.
Maintenant, on essaie de se soutenir, voilà, mutuellement pour essayer. L'attaché fait quoi? Ah bon, eh bien, d'abord, il y a la préparation de la salle. Voilà, quand il est là, ça incombe à l'attaché. Voilà, il doit préparer la salle, vérifier le matériel, voilà, que tout fonctionne normalement avant que le malade ne vienne en salle. Voilà, il doit tout vérifier, faire les tests, voilà, avant que le malade n'arrive en salle. Ok. Et quand le malade arrive en salle, qu'est-ce que le médecin anesthésiste réanimateur fait, Dr Mansouri? Le travail d'équipe avec les autres spécialistes, comment ça se passe? Les autres spécialistes. Oui, par exemple, si vous êtes à la maternité, c'est sûr que ça va... C'est le travail d'équipe, quoi. Je veux savoir comment ça fonctionne. Bon. Puisque vous n'êtes pas seul dans le bloc. Effectivement. Avec les autres métiers du corps, comment ça se passe? Voilà. Effectivement, bon, pour un bon travail d'équipe, il faut la communication. Voilà, il faut communiquer, voilà, il faut se comprendre, s'entendre, il faut être organisé. Il faut une bonne répartition, voilà, des tâches. Voilà, chacun doit savoir ce qu'il doit faire et à quel moment est-ce qu'il doit le faire. Donc ça veut dire que la collaboration, il n'y a pas de problème, ça se passe bien? Pas de problème. Professeur Ouedraogo, quels sont les risques liés à l'anesthésie? Les risques liés à l'anesthésie, c'est certainement ce qui fait le plus peur à tout un chacun, au grand public. Ne pas se réveiller après une anesthésie. Alors, ces risques ne sont pas si importants que ça. On peut dire qu'il y a 3 catégories de risques liés à l'anesthésie. Il y a des risques qui sont liés à l'acte anesthésique lui-même, c'est à ça qu'on pense d'abord, qui sont liés aux médicaments que nous utilisons, parce que ces médicaments, comme on l'a dit tout à l'heure, suspendent, altèrent le fonctionnement de certains systèmes importants dans l'organisme, comme la respiration, comme l'activité du cœur. Et bien sûr, font perdre connaissance. Il y a aussi les appareils que nous utilisons et certains dispositifs. On a parlé tout à l'heure de consommables, de cathéters, etc. Ce sont des formes d'agression de l'organisme qui peuvent se traduire par des inconvénients, des effets dommageables pour le patient. À côté de ces risques anesthésiques proprement liés à l'anesthésie, il y a le risque lié à la chirurgie. L'anesthésie est faite pour faire un acte. Et cet acte est lui-même une agression qui peut entraîner des perturbations du fonctionnement de l'organisme qui presque toujours entraîne un saignement qui peut être plus ou moins important selon l'importance et la durée de l'acte chirurgical et qui toujours entraîne de la douleur. Or la douleur par elle-même, non seulement c'est très désagréable à vivre, mais ça perturbe aussi le fonctionnement de l'organisme et ça aggrave certaines complications. Enfin, il y a une 3e catégorie de risques auquel le collaborateur faisait allusion tout à l'heure, c'est le patient lui-même qui peut être porteur avant son intervention d'un certain nombre de maladies qui ont diminué ses capacités fonctionnelles, par exemple ses capacités respiratoires, la capacité de son cœur, et tout cela peut contribuer à générer un risque chez le patient donc, qui est plus fragile. Alors ces 3 types de risques-là, il faut que l'anesthésiste les évalue et il faut qu'il les gère et les maîtrise selon les situations. On a le temps, on a fait une consultation, on a préparé le patient dans le but d'amoindrir les risques. Quand c'est en urgence, on n'a pas le choix, il faut apprendre à gérer ces risques-là. Et c'est la compétence de l'anesthésiste est de gérer ces risques pour la sécurité du patient. D'accord. Docteur Kaboré, quelles sont les différentes techniques anesthésiques pouvant être réalisées au Burkina Faso? Alors, je dirais que au Burkina Faso, nous pouvons réaliser pratiquement toutes les techniques d'anesthésie qui existent. La plus connue, c'est l'anesthésie générale. Ça, elle est réalisée quasiment dans tous les blocs opératoires. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anesthésie rachidienne, c'est-à-dire qu'on administre un médicament au niveau donc, de la colonne vertébrale et ça permet donc d'anesthésier donc la moitié inférieure du corps.
Donc, lorsque le siège de l'intervention se situe au niveau de cette partie du corps, cette technique donc, peut être proposée aux malades. On a aussi classiquement ce qu'on appelle l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on anesthésie un segment de membre. Par exemple, le bras, lorsque l'intervention doit se dérouler au niveau du bras, on peut uniquement anesthésier le bras et ne pas endormir le malade. Et pour cette technique-là, nous avons aussi bénéficié des avancées de la technologie, à savoir donc que nous disposons donc dans certains hôpitaux du pays d'appareils, des échographes, qui nous permettent d'aller regarder les nerfs qui innervent donc le bras et anesthésier de façon sélective ces nerfs-là. Donc ça permet donc une précision du geste et donc une meilleure sécurité pour le malade. D'accord. C'est vrai que, professeur, vous avez parlé du dispositif sécuritaire qui est mis en place pour la bonne marche de l'anesthésie, mais il arrive souvent aussi que le patient, de façon générale, soit bon et qu'il ne se réveille pas. C'est le cas qui arrive souvent, malgré toutes les dispositions qui sont prises, que le réveil ne se passe pas comme prévu, qu'il n'y ait pas de réveil du tout. Bon, qui arrive souvent, malheureusement, chaque cas est un cas de trop, parce qu'un patient qui est endormi pour une intervention, même quand c'est vital, même quand c'est une maladie qui risquait de le tuer, ce n'est pas acceptable, c'est toujours extrêmement douloureux pour le patient, sa famille bien entendu, mais aussi pour l'équipe de perdre ce patient. Alors le risque anesthésique, globalement, il est estimé dans les pays développés actuellement à environ 10 décès pour 100 000 anesthésies. Dans nos pays, en Afrique noire, on a encore des chiffres de l'ordre de 200 à 300 décès pour 100 000 anesthésies. Donc le risque est 20-30 fois plus élevé. Il est donc important qu'effectivement on mette en place des règles de sécurité. Je l'avais dit en réponse à votre première question, la sécurité est l'obsession de l'anesthésiste. Et les principes et les règles de sécurité en anesthésie sont semblables à celles de l'aviation civile. Et même par rapport aux chiffres de 300 décès pour 100 000 que j'indiquais, lorsqu'on classe l'anesthésie dans les techniques actuelles, le transport, l'alimentation, etc., et surtout par rapport aux moyens de transport, l'anesthésie peut être classée comme technique hyper sûre, ultra sûre, au même titre que l'aviation civile ou juste en dessous. Alors, ça suppose un certain nombre de préparations et la sécurité en anesthésie est conduite comme pour l'aviation civile. Il y a une phase de préparation, il y a la phase de décollage, il y a le vol en automatique que nous on va appeler l'entretien, et puis il y a enfin l'atterrissage qui est le réveil de l'anesthésie. Et toutes ces phases-là doivent être encadrées par des règles, des normes, qu'il est absolument impératif de respecter. Ces normes touchent aussi bien, nous avons déjà fait allusion au fait qu'il faut par exemple 2 anesthésistes pour pratiquer une anesthésie, qu'il faut des moyens pour surveiller le patient, etc. Ces normes touchent aussi bien donc au matériel, au personnel, ses qualifications, son nombre, etc., que aux procédures, la façon dont on doit conduire les choses. Et sur ce sujet, il y a un point extrêmement important que je voudrais soulever, c'est les organisations internationales, les sociétés savantes, les associations professionnelles, depuis des décennies, édictent de telles normes. Mais très souvent, ces normes ne semblent pas très adaptées à nos pays aux moyens limités. Et depuis cette année, depuis quelques semaines, l'Organisation mondiale de la santé elle-même, en collaboration avec les associations professionnelles d'anesthésistes réanimateurs, a édicté des normes internationales pour l'anesthésie sécuritaire. Et ces normes-là, elles ont été élaborées de telle sorte qu'elles s'appliquent à toute anesthésie, dans tout pays, dans toutes conditions. Il est donc important que dans notre pays, nous nous attachions à nous conformer dans toutes nos formations sanitaires aux normes telles que nous pouvons les respecter. C'est prévu, on ne peut pas dire que c'est trop ceci, cela. Il y a des règles qui sont applicables dans notre contexte et il est important que nous respections ces normes-là. Et c'est un peu un cri du cœur et un appel à nos autorités sanitaires pour qu'ils nous aident
à très rapidement remplir les conditions de sécurité pour nos patients. J'espère que l'appel est entendu. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Burgo. Pour poser beaucoup de questions, mais nous allons à Ouarglaï où M. Nyambré Bourema nous suit. Il aimerait savoir quand est-ce qu'on peut parler d'échec d'une intervention chirurgicale. Est-ce que c'est pendant, immédiatement après, ou c'est avant la cicatrisation de la plaie? D'une manière générale, quand est-ce qu'on peut parler de l'échec de l'anesthésie? Madame Joséphine Ouedraogo nous suit à Bobo Dioulasso. Sa préoccupation, c'est est-ce qu'un malade qui a une insuffisance cardiaque ne risque pas de trépasser suite à l'anesthésie? Qu'en est-il pour l'asthme? Et puis, pour une intervention chirurgicale sur les yeux, par exemple, combien de temps après est-ce que le malade ne ressent-il plus les effets de l'anesthésie? Madame Monique Zungrana est à Tenkodgo. Elle a entendu dire que si on a déjà subi une intervention chirurgicale, il y a des produits qu'on ne doit plus prendre toute sa vie durant. Elle veut savoir si c'est vrai déjà et si oui, c'est quels produits. Et puis, son autre préoccupation, c'est quelles peuvent être les conséquences d'une anesthésie sur la vie du malade qu'on a voulu soigner au cours de l'intervention, parce que selon elle, les anesthésistes, vous avez le pouvoir de tuer quelqu'un et de le ressusciter après. Donc, elle se demande si cela n'a pas de conséquences sur la vie future de la personne. Madame Awa Koulibaly, à Bobo Dioulasso, dit qu'elle a eu un AVC. Il se trouve qu'avant l'AVC, on lui a découvert une hernie discale qu'il faut opérer. C'est ce qu'on lui a dit. Actuellement, elle a mal, même après les rééducations. Elle dit qu'on lui a prescrit des rééducations. Et ces séances-là sont achevées et on lui a prescrit des calmants sous forme de pommade, mais malgré cela, elle souffre. Elle se pose la question, est-ce que la douleur peut passer sans qu'on fasse une intervention sur son hernie discale? Et puis, sinon, est-ce qu'il faut envisager réellement l'intervention? Et du coup, son inquiétude, c'est est-ce que son cœur va supporter une éventuelle anesthésie en vue de l'intervention? Madame Mireille Ilboudo nous suit à Gunguen, c'est ici à Ouagadougou. Elle dit qu'elle a subi une intervention en janvier 2014. Mais il y a de cela un an, elle a commencé à ressentir des douleurs là où on l'a piqué pour l'anesthésie. Et elle dit que ça irradie dans tout le pied. Elle a consulté, on lui a prescrit des produits et les douleurs continuent. Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Monsieur Pierre Traoré nous a appelé de Ouaga. Il a cru comprendre en suivant l'émission qu'il vous manque du matériel, surtout pour consulter les battements cardiaques pendant les anesthésies. Et il veut savoir, dans ces conditions-là, est-ce qu'il n'arrive pas que un malade se réveille en pleine intervention chirurgicale, ou est-ce qu'il n'arrive pas qu'un malade meure sur la table d'intervention du fait de l'anesthésie, de surdosage d'anesthésiens? Et puis, est-ce que dans ces situations où il vous manque du matériel, votre travail ne ressemble pas à de la loterie? Toujours M. Traoré Pierre à Ouagadougou, il aimerait savoir si pour quelqu'un qui a une fracture du bras, quel type d'anesthésie vous pratiquez pour une intervention? Est-ce que c'est une anesthésie locale ou générale? Est-ce que vous donnez le choix au patient ou ce sont les praticiens qui décident de quel type d'anesthésie on lui applique avant une intervention? Madame Socratine Kafando à Ouagadougou veut savoir, en cas d'urgence,
si on dit qu'il y a un malade qui doit subir une intervention, comment est-ce que les proches peuvent préparer la personne pour l'aider à mieux supporter l'anesthésie? Elle dit qu'elle a déjà subi l'anesthésie et elle veut savoir comment se passe la réanimation après pour que le malade puisse continuer sa convalescence. Madame Madeleine Nia nous a appelé de IPLC. Elle dit qu'elle a subi une intervention au niveau du genou en juin 2017. Mais une année après, c'est-à-dire en 2018, il y a une partie qu'elle ne sent toujours pas. Elle a l'impression d'être toujours anesthésiée au niveau du genou. Et elle se demande si dans ces circonstances-là, il n'y a pas de risque pour elle de se faire opérer de nouveau puisqu'elle doit subir une autre intervention ces jours-ci. Madame Aïssa Zerbo Lalogo nous a appelé de Yaba. Son inquiétude, c'est si est-ce que l'anesthésie générale n'a pas d'impact négatif sur le patient diabétique. Et elle a constaté qu'après une césarienne, on interdit aux femmes d'utiliser un coussin. Formellement, on interdit d'utiliser un coussin. Elle aimerait comprendre pourquoi cela. Elle précise qu'elle a subi une césarienne en 2014, mais jusqu'à présent, là où il y a la cicatrice, il y a des moments où cette partie est insensible. Est-ce que cela est dû à l'anesthésie? Si oui ou non, pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin pour elle de consulter pour comprendre les causes de cette insensibilité-là? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Merci Viviane Tendre-Bego. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Monsieur Yambré Bourema, il aimerait savoir quand est-ce qu'on peut parler d'échec d'une intervention chirurgicale. Est-ce que c'est pendant, immédiatement, ou c'est avant la cicatrisation de la plaie? Combien de temps? J'ai cru entendre que l'intervention chirurgicale rime avec l'anesthésie. Professeur Ouédraogo. Merci. Alors, la réponse à sa question, il y a deux volets. Il y a l'échec de l'intervention chirurgicale, l'échec de l'anesthésie. Alors, je répondrai pour l'anesthésie, mais pour la chirurgie, je ne suis pas vraiment compétent, mais je dirais quand même un mot. Pour l'anesthésie, qu'est-ce qu'on va appeler échec? Il faut savoir que lorsque, par exemple, on fait certaines techniques, et le professeur Kaboré faisait allusion tout à l'heure à l'apport de l'échographie pour les anesthésies loco-régionales périphériques. On parlera d'échec si on n'arrive pas, en ayant piqué, à endormir la zone du corps qu'on voulait endormir. Ça, c'est un échec. Quand on pique au niveau du dos, on peut avoir, avec certaines techniques, le même problème. C'est extrêmement rare, mais c'est théoriquement possible. On parlera alors d'échec de l'anesthésie. En dehors de ces circonstances, lorsqu'on veut endormir un patient, par exemple pour une anesthésie générale, il n'y a pas vraiment d'échec. On arrive toujours à endormir quelqu'un. Voilà. Nous évoquons donc, ce que nous considérons comme des échecs, c'est si les suites ne se passent pas bien, s'il y a des complications, etc. Au niveau de la chirurgie, je dirais qu'on devrait considérer comme échec de chirurgie la non-atteinte de l'objectif. Le patient a été opéré dans un objectif donné. Il s'agissait, par exemple, pour une urgence vitale, de lui sauver la vie. Si le patient meurt, c'est un échec. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une chirurgie fonctionnelle, quelqu'un qui a mal au genou, qui a eu une fracture, on l'opère pour qu'il se rétablisse, qu'il puisse récupérer la fonction qui est compromise. Si la fonction n'est pas récupérée, c'est un échec de chirurgie. Cette question, il faudrait la poser plutôt aux chirurgiens. Qu'est-ce qu'eux, ils considèrent comme un échec de leur pratique? Comme un échec de leur pratique, ok. Monsieur Kaboré, Madame Joséphine Ouédraogo a une insuffisance cardiaque. Bon, sa préoccupation, c'est si un malade qui a une insuffisance cardiaque ne risque pas de trépasser suite à l'anesthésie. Ok. En fait, je vais répondre à toutes les autres questions qui font allusion à un malade qui a un problème de santé, en plus de
du problème pour lequel on doit l'opérer. Donc, insuffisance cardiaque, l'asthme, le diabète, etc. Oui. Voilà. Donc, comme on l'avait dit précédemment, nous évaluons toujours nos malades avant l'anesthésie. Et donc, cette évaluation va tenir compte des tares du malade. Et une fois que le malade a une insuffisance cardiaque, par exemple, nous allons, en collaboration avec son cardiologue, comme je l'ai dit, le préparer, améliorer les performances de son cœur avant donc l'anesthésie. Et pour l'anesthésie, il y a des médicaments en fond qu'on ne pourra pas utiliser. Il y a d'autres médicaments qui seront indiqués pour ce type de malade. Donc nous tenons compte des maladies que le malade porte par ailleurs pour administrer, donc sélectionner nos médicaments et aussi les techniques anesthésiques. Bon, la personne pose une autre question. Après une intervention sur les yeux, combien de temps le patient ne ressent-il plus les effets de l'anesthésie? Alors, cette question, j'aurais du mal à donner une réponse parce que c'est plutôt... Parce qu'habituellement, les interventions sur les yeux, l'anesthésie est réalisée par les ophtalmologistes eux-mêmes. Donc, ils font une anesthésie locale au niveau de l'œil et ils réalisent donc leur intervention chirurgicale. Maintenant, la durée en fait d'action des médicaments, la durée de l'anesthésie va dépendre du type de médicament qui a été utilisé. Mais en moyenne, souvent une anesthésie, le temps, ça combien? Habituellement, au bout de 6 heures de temps pour les médicaments, les anesthésiques locaux que nous avons, 6 heures de temps en moyenne, l'effet du médicament donc s'estompe. D'accord. Docteur Wensouri, quelqu'un qui a subi une intervention sous anesthésie, est-ce qu'il a des produits qu'on ne doit plus prendre toute sa vie? Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. Donc on peut... Voilà, ça n'a rien à voir avec l'anesthésie. Donc les conséquences de l'anesthésie sur le quotidien, ceux qui l'ont subi, il n'y a pas de risque de... Non. Si l'anesthésie, de tuer ou de se réveiller pendant l'anesthésie? Si l'anesthésie s'est bien passée, le patient il se réveille. Donc, s'il avait un traitement antérieur même, on l'encourage à reprendre son traitement antérieur. Par exemple, des médicaments contre l'hypertension. Donc, on l'encourage à poursuivre son traitement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'anesthésie. D'accord, ok. Allez-y, professeur. Pour compléter. Pour cette patiente, parce que bon, si elle pose la question, on suppose qu'elle a elle-même ou un proche connu une histoire comme ça. Alors, il y a effectivement une situation particulière où on peut rencontrer ce cas-là. Et ce n'est pas lié au fait qu'on a été endormi de manière générale et certains patients endormis ne doivent plus prendre, tout patient endormi ne doit plus prendre certains médicaments toute sa vie. Ça, ce n'est pas comme ça. Mais il se peut qu'à l'occasion de l'anesthésie, on découvre que le patient présente des réactions anormales à certains médicaments. Et alors, voilà, soit une allergie, soit des réactions. Alors, il y a un cas particulier avec nos gaz anesthésiques, là, c'est un peu compliqué, c'est très technique, mais on appelle ça l'hyperthermie maligne. Et par exemple, ce médicament-là, il ne faudra plus jamais l'administrer à ce malade de toute sa vie. Pour les autres médicaments, il s'agira d'allergie, mais bon, on peut avoir une allergie à l'occasion du traitement d'une bronchite ou n'importe quel médicament qu'on prend. Et toute allergie à un médicament, on ne doit plus prendre ce médicament toute sa vie. Monsieur Bienne, Madame Ilboudo a subi une intervention en 2014, cela fait 1 an. Elle ressent des douleurs là où elle a été piquée et ça irradie dans tout le pied. Elle a consulté, on lui a prescrit des produits, mais jusque-là, les douleurs sont là. Quelle attitude faut-il adopter? Bon, je pense que dans cette situation, il faut qu'elle continue à consulter. Voilà, parce que bon, depuis 2014, nous sommes en 2018, on a dit que en janvier 2014. Voilà, les produits anesthésiques ont une durée de vie. Voilà, donc ça s'élimine au bout de 6 heures. Donc je ne pense pas que ça soit lié forcément à l'anesthésie. On peut continuer à consulter, elle aura la solution à son problème. D'accord. Professeur Ouedraogo, après un AVC, la personne devrait faire une intervention par rapport à une hernie discale. Mais avant ça, la personne a fait un AVC. Aujourd'hui, est-ce que la personne, en tout cas, ne veut plus... Est-ce qu'il faut forcément envisager l'intervention parce que la personne a peur de ne plus supporter, de ne pas supporter l'anesthésie, avec son cœur qui n'est pas trop en forme? Alors là, c'est une question qui est complexe et la réponse ne sera pas très précise pour cette patiente.
parce qu'il s'agit de peser le rapport risque-bénéfice. Elle a un AVC, il faudrait savoir quel type d'AVC, quelle est la cause éventuellement de cet AVC. Si par exemple c'est une maladie du cœur qui a entraîné cet AVC et que cette maladie est toujours là, quelles sont les compétences du cœur, etc. Donc il y a cet aspect à analyser. Et puis il y a le préjudice, le désagrément ou la gêne que lui cause sa sciatique, son hernie discale. Si la hernie la fait souffrir modérément et que les douleurs cèdent très bien avec des médicaments simples, il est certainement souhaitable qu'elle ne se fasse pas opérer, qu'elle gère comme ça. Mais si les douleurs sont extrêmement invalidantes, que les médicaments n'arrivent pas à les calmer, qu'elle ne peut plus avoir de vie normale, on va peser le pour et le contre et les anesthésistes essaieront de trouver les moyens de rendre l'opération possible sans risque majoré pour elle. Donc là, il faut qu'elle consulte, qu'on examine complètement son problème, qu'on évalue le risque et à la lumière de cela, on verra quelle proposition lui faire et discuter avec elle. Là aussi, il s'agira, on ne lui dira pas on fait ou on ne fait pas, on lui dira voilà ce qu'on peut proposer, voilà les avantages, les inconvénients et elle choisira. D'accord. Docteur Wensouri, est-ce que la personne, M. Traoré, veut savoir s'il arrive que le malade se réveille en pleine intervention ou qu'il meurt à cause d'un surdosage d'anesthésie, parce que le reportage a dévoilé qu'il y avait une situation de manque de matériel. Pourtant, le travail, là, ce n'est pas de la loterie. Bon, c'est vrai, il ne s'agit pas de loterie. C'est pour ça qu'on se prépare. Quand on doit opérer, malgré toutes les difficultés. Oui, malgré toutes les difficultés. Même quand on a en fait des appareils, ça ne peut pas remplacer l'anesthésiste lui-même au bloc opératoire. Voilà, qui a ses yeux, qui a ses oreilles et qui a, voilà, quand même, voilà, son cerveau, comme dit le professeur Kaboré. Donc, en pleine intervention, voilà. Bon, ça peut arriver si l'anesthésie a été allégée à un moment donné. Voilà, il peut arriver et avec les moniteurs qu'on a au bloc, on peut voir la pression artérielle qui monte, la fréquence cardiaque qui monte. Donc on se dit que le patient a mal, donc il peut se réveiller. Bon, mais là, rapidement, voilà, l'anesthésiste va intervenir pour approfondir voilà, l'anesthésie. Mais par rapport au surdosage, je pense que tout est mis en tout cas en œuvre pour que ça n'arrive pas. Parce que les médicaments anesthésiques sont calculés en fonction du poids du patient. Donc on calcule, comme disait le professeur, dans l'aviation civile, voilà, c'est vraiment méticuleux. On fait beaucoup attention. On étiquette, M. Bignet le disait, les seringues sont étiquetées, c'est quel médicament qui est dans cette seringue, comment c'est dilué, la posologie, tout est calculé. Voilà. Docteur Kaboré, M. Traoré aimerait savoir si quelqu'un qui a une fracture, parce que vous avez déjà répondu un peu à la question, peut-être vous pouvez revenir. Quelqu'un qui a une fracture au niveau du bras, quel type d'anesthésie doit-on pratiquer, locale ou générale? Est-ce que le patient a le choix? Alors, pour ce type de pathologie, effectivement, on a le choix entre les deux techniques. L'anesthésie générale, on endort le malade, et puis l'anesthésie donc du bras. Alors, donc, je dirais, le patient a le choix dans la seule condition que l'anesthésiste soit capable de réaliser cette technique-là. Parce qu'on dit toujours que on ne réalise, on ne pratique que ce que l'on sait faire le mieux. Donc, si il a, je dirais, la chance d'avoir un anesthésiste qui ne sait pas faire cette technique, mais il n'aura pas le choix en fait. Voilà. Lorsque l'intervention est urgente, il va donc bénéficier d'une bonne anesthésie générale qui va lui offrir les mêmes conditions de sécurité. Mais s'il a la chance d'avoir un anesthésiste qui peut faire les deux techniques, effectivement là, on lui proposera donc l'une ou l'autre technique. Monsieur Bien, en cas d'urgence, comment la famille peut préparer le malade pour l'aider à mieux supporter l'anesthésie? Et comment se passe la réanimation après l'intervention? Il faut dire que en cas d'urgence, effectivement, c'est souvent pas facile
Parce que tout d'un coup, voilà, on dit au patient qu'il doit aller au bloc. Souvent, il y a des réactions qui ne sont pas du tout faciles. Et en ce moment, habituellement, c'est l'attaché de santé qui se retrouve en face du malade. Il va falloir le convaincre. Voilà, le convaincre avec, j'allais dire, la complicité de la famille. Voilà, il va falloir tout expliquer. Voilà, dire comment ça va se dérouler, donner les garanties. Bon, et puis, bon, voilà, quoi, on essaie de faire avec. Monsieur Docteur Kaboré, après avoir fait une intervention, subi une intervention au niveau du genou en juin 2017, une année après, il y a une partie que la patiente ne sent toujours pas, l'impression d'être toujours sous anesthésie. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour elle de se faire opérer à nouveau de ce genou? Alors moi, j'ai un conseil d'abord à donner à tous les malades qui ressentent des manifestations anormales après une anesthésie ou une chirurgie. Moi, je les invite à repartir consulter le médecin anesthésiste ou les chirurgiens qui les a pris en charge. Parce que c'est difficile comme ça de faire un lien d'imputabilité entre l'anesthésie ou la chirurgie, parce qu'au niveau de la chirurgie, il y a des nerfs qui passent au niveau du genou. Peut-être que l'acte chirurgical a peut-être lésé un des nerfs, ça peut arriver, c'est des complications qui sont inhérentes à la chirurgie. Ça peut être aussi lié à l'anesthésie. Si on a fait une technique dite loco-régionale, effectivement, comme on anesthésie des nerfs, on peut, si on n'a pas les bons, j'allais dire l'échographe qui permet de voir le nerf, on peut être amené à être très proche du nerf au moment où on injecte le médicament, et souvent ça peut créer des dommages au nerf. Mais comme je l'ai dit, il faut que les patients aillent consulter, et ça permettra donc de poser le bon diagnostic et surtout de leur proposer une solution. Est-ce que l'anesthésie générale n'a pas d'impact négatif sur le patient diabétique? C'est vrai qu'on a déjà répondu à la question de façon globale, mais je pense qu'il est important de... Je ne sais pas si les produits anesthésiques contiennent du sucre. Professeur Ouedraogo. Non, les produits anesthésiques ne contiennent pas de sucre. Il arrive qu'on utilise des sérums en perfusion, mais on n'utilise quasiment pas de sérum salé ou de sérum sucré pendant les anesthésies. Mais par contre, le diabète peut avoir des conséquences pour l'anesthésie et, comme le disait le collègue tout à l'heure, lorsqu'on évalue le patient, s'il est diabétique, on a effectivement un certain nombre de précautions à prendre pour que l'anesthésie se passe bien. Et essentiellement, une des précautions, ce sera d'équilibrer son diabète avant l'intervention, et pendant l'intervention, on va veiller à ce que son taux de sucre reste normal. On va surveiller ça et on aura les moyens de corriger, que ce soit trop bas ou trop haut, on va corriger pour normaliser son taux de sucre pendant toute l'intervention. Un des principaux inconvénients pour les diabétiques, c'est la gestion du jeûne. Le professeur Kaboré disait tout à l'heure que le jeûne, c'est environ 6 heures d'aliments solides, et cette phase de jeûne, pour la plupart des diabétiques, ça ne pose pas trop de problèmes. Pour certains, ça peut être problématique. Et là, de nouveau, la règle, c'est surveiller la glycémie et corriger, normaliser cette glycémie. D'accord. Parce qu'apparemment, la personne parle également de l'interdiction d'utiliser les coussins après l'intervention. Et puis, et la cicatrice est quelquefois insensible. Est-ce que l'anesthésie joue un rôle par rapport à tout cela? Pour le coup du coussin, sans trop m'avancer, je pense que c'est probablement parce que l'intervention de Sérène a été réalisée en piquant dans le dos, ce que nous appelons une rachi-anesthésie. Et si on se met dans une certaine position, ça fait remonter le produit qu'on a injecté et ça fait monter le niveau d'anesthésie trop haut. Ensuite, après l'intervention, ça peut donner des maux de tête. Donc, aussitôt après l'anesthésie et aussitôt après l'intervention, on conseille aux patients de rester à plat. Donc, c'est probablement cette technique qui a été utilisée. Alors, quant au problème de savoir si la cicatrice est toujours insensible, là, je pense que, comme disait le professeur Kaboré tout à l'heure pour le genou, c'est probablement un problème à voir avec le chirurgien. Nous savons tous que les cicatrices ont des sensibilités anormales pendant parfois des années. Même des cicatrices toutes banales, on tombe, on s'écorche.
la zone de cicatrice n'a pas la même sensibilité que la peau normale pendant un certain temps et parfois pendant très longtemps. Donc je pense qu'il faut que cette personne voit avec le chirurgien. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution normale et banale ou bien il y a un problème particulier qu'il faut corriger? D'accord. À présent, le dernier lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Monsieur Sansan Paul Kambou à Ouagadougou dit qu'il a entendu parler d'un patient qui a subi plusieurs anesthésies et qui perd chaque fois la mémoire au réveil. Est-ce que cela est véridique? Est-ce que dans votre expérience, vous en avez déjà rencontré? Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Madame Compaoré à Karpala dit avoir subi 3 interventions chirurgicales. Elle aimerait connaître l'impact de l'anesthésie à long terme sur sa santé. Madame Ouedraogo Rosalie à Ouagadougou aimerait savoir si pour le malade hypertendu, il n'y a pas de risque à tenter une intervention chirurgicale. Son inquiétude est en rapport avec l'anesthésie. Monsieur Ouedraogo à Pabré aimerait savoir pourquoi les femmes souffrent au Burkina Faso après les accouchements et continuent de souffrir, alors que en regardant des documentaires en Europe, les femmes ne souffrent plus pendant le travail et après l'accouchement. Il a entendu parler de péridurale. Est-ce que cela est disponible au Burkina Faso? Si oui, comment les femmes peuvent-elles avoir accès à cette péridurale-là? À quel coût? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des conséquences négatives? Parce que certains parlent de possibilités de paralysie pour les femmes qui l'utilisent. Donc, il aimerait avoir de plus amples informations. Monsieur Sawadgo Thomas Waubia aimerait, lui, qu'on lui dise si un malade qui aime prendre de l'aspirine peut supporter l'anesthésie. Madame Ouedraogo à Ouagadougou dit qu'elle a subi 2 interventions chirurgicales en 2008 et en 2014 et c'était sous anesthésie locale, mais jusqu'à présent, elle ressent une sensation de sable quand elle s'assoit et elle se lève difficilement. Elle aimerait savoir si ce sont les conséquences à long terme de l'anesthésie qu'elle ressent comme ça, ou bien est-ce qu'il faut consulter pour trouver une réponse à sa souffrance. Monsieur Traoré, Madame Traoré à Boubou du Lasso dit avoir subi une césarienne en 2016. Les stagiaires qui étaient dans la salle lui ont piqué plusieurs fois le dos et aujourd'hui, elle ressent toujours des douleurs à l'endroit où elle a été piquée. Elle a consulté, on lui a prescrit des antidouleurs sous forme de pommade. Elle prend toujours les produits, mais ça ne va toujours pas. Et quand elle dort avec un oreiller le matin, elle se réveille, elle arrive à sortir difficilement du lit. Il faut qu'elle attende au moins 1 minute après le réveil avant de pouvoir marcher. Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Madame Sawadgo Vanessa Akaya voudrait savoir si on peut effectuer une anesthésie sur un enfant. Quelles sont les précautions à prendre si oui? Et est-ce qu'il y a des actes particuliers à accomplir au réveil de cet enfant-là? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci Viviane Tiendrebego. Un patient qui a subi plusieurs anesthésies et qui perd chaque fois la mémoire au réveil, est-ce véridique? Comment expliquer cela? Docteur Kabouri. Alors, ça c'est un peu difficile à expliquer pour moi, parce que si l'anesthésie s'est bien passée, il n'y a pas de raison que le malade ait des troubles de mémoire à distance de l'anesthésie. Dans les heures qui suivent, oui, parce que le malade sera toujours sous l'effet résiduel des médicaments d'anesthésie, puisque c'est des médicaments qui altèrent la conscience, la vigilance.
Mais à distance, après 48 heures, la plupart des médicaments sont complètement éliminés. Donc, on ne devrait plus avoir de séquelles s'il n'y a pas eu de problème pendant cette anesthésie-là. D'accord. Docteur Wensouri, est-ce que plusieurs interventions, donc plusieurs fois anesthésie, est-ce que cela n'a pas d'impact, l'anesthésie à long terme, sur la santé? A priori, non. Ce que je perçois au travers de cette question, c'est que quand on doit anesthésier plusieurs fois un patient, il est comme un peu sensibilisé aux produits anesthésiques. Donc, on remarque parfois qu'on utilisait un peu plus. Bon, sinon, a priori, à long terme, bon, vraiment, ça n'a pas un impact. D'accord. Monsieur Bienne, c'est vrai que le professeur avait déjà répondu à cette question, une hypertendue. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour une intervention, de tenter une intervention chirurgicale? L'anesthésie, la crainte là, c'est l'anesthésie. Bon, je pense que je pense que le professeur Ouedraogo avait déjà répondu à cette question. Maintenant, ça peut être une variante parce que, par exemple, un attaché qui se retrouve, j'allais dire, dans une localité où il n'y a pas de cardiologue, voilà, lors de la consultation pré-anesthésique, s'il détecte, par exemple, que le malade a une HCA, il va peut-être référer le malade à un autre niveau où il pourra avoir un cardiologue et un anesthésiste pour sa prise en charge. D'accord. Professeur Ouedraogo, pourquoi les femmes continuent de souffrir ici en mettant au monde les enfants comparativement aux pays développés où il y a la péridurale? Est-ce que cela est disponible au Burkina? Comment y accéder? La réponse est difficile quand c'est une jeune femme qui pose la question à un médecin. L'accouchement sans douleur est dans beaucoup de pays considéré comme un droit depuis plus de 40-50 ans. Et chez nous, effectivement, ce n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas une réalité pour diverses raisons. Il faut savoir que les médecins anesthésistes maîtrisent tous la technique de l'analgésie péridurale pour l'accouchement. On saurait faire, mais cette technique suppose d'abord de disposer du matériel nécessaire, qui est relativement coûteux. Il faut mettre une petite tubulure là, un cathéter pour entretenir l'anesthésie. Mais surtout, ça suppose un environnement sécurisant. Il faut pouvoir bien surveiller les femmes pendant le déroulement du travail sous l'anesthésie péridurale, surveiller le bébé de façon très très rapprochée, donc pratiquement avec des instruments, avec des outils comme les moniteurs là, pour pouvoir détecter d'éventuels problèmes et suivre en même temps la progression du travail. Donc ça suppose un environnement de compétences humaines, d'équipements techniques et de petits matériels assez complexes qui est difficilement envisageable dans nos hôpitaux actuellement. Nous souhaitons quand même que cela se fasse le plus tôt possible. Il y a eu quelques petites expériences que des collègues ont tentées dans nos hôpitaux. Il semble que certaines cliniques peuvent occasionnellement ou de façon assez régulière mettre cette technique à disposition de leurs clientes, mais c'est un problème de moyens. Donc, les médecins, on est prêts, on est d'accord. Maintenant, peut-être qu'en association avec les femmes, vous allez nous aider à avoir les moyens de nous occuper bien des parturientes. Nous allons aller rapidement aux réponses parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Docteur Wensouri, aspirine et anesthésie. Est-ce que quelqu'un qui aime prendre de l'aspirine peut supporter l'anesthésie? Est-ce qu'il y a un impact? Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, ça dépend de sur pourquoi l'aspirine a été prescrite. On peut être amené soit à l'arrêter avant l'intervention ou bien ça ne gêne pas du tout l'intervention. On peut avoir son anesthésie sans problème. D'accord. Après avoir fait une intervention chirurgicale en 2008 et 2014 sous anesthésie locale, la personne, c'est au niveau du genou,
Non, je sais pas, la personne n'a pas précisé. La personne ressent une sensation de sable quand elle s'assoit, elle se lève difficilement. Elle aimerait savoir si ce sont les conséquences de l'anesthésie et qu'est-ce qu'il faut faire, docteur Kabore. Alors là aussi, c'est difficile. C'est difficile, comme je le disais précédemment, il faudrait que les patients viennent consulter. Lorsqu'ils ressentent des sensations, ils ont des sensations anormales après une anesthésie. C'est extrêmement difficile de faire le lien de causalité comme ça. Cette patiente a fait une césarienne. Les stagiaires qui étaient dans la salle l'ont piqué plusieurs fois au niveau du dos. La personne ressent toujours des douleurs à l'endroit où elle a été piquée. Elle est allée consulter, on a prescrit un produit, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Et pour se réveiller, pour quitter le lit, il lui faut 1 minute avant de pouvoir marcher. Qu'est-ce qu'elle doit faire, docteur Wensouri? Il faut aller consulter. Le professeur Drago, il faut aller consulter ou alors... Je pense que cette personne dit qu'elle a consulté, on prescrit des médicaments et que ça ne change pas. Il n'est pas du tout établi que ces douleurs-là soient en rapport avec le fait qu'on l'ait piqué plusieurs fois. Nous sommes très nombreux au Burkina à avoir des maux de rein, comme nous disons, de manière en langage usuel, et peut-être que cette personne a en fait des maux de dos, des lombalgies, des maux de rein, qui sont sans rapport avec l'anesthésie, mais qui se manifestent ces années-là. Mais a priori, l'anesthésie, même si on a piqué plusieurs fois dans son dos, n'est pas susceptible d'entraîner des douleurs retardées sur des années. D'accord. Ok, cette dernière question de téléspectateur, ça revient sur l'anesthésie chez l'enfant. Quelles précautions faut-il prendre? C'est vu qu'on a vu ça dans le reportage, docteur Kabore. Au réveil, quelles précautions faut-il prendre pour en matière d'anesthésie chez l'enfant? Alors, en matière d'anesthésie chez l'enfant, on va avoir les mêmes règles, les mêmes précautions que chez l'adulte. Parce qu'une fois que le malade, l'enfant quitte la salle d'opération, il va aller dans une salle de réveil. Et dans cette salle de réveil, donc, on va surveiller l'enfant pendant une certaine durée, le temps de s'assurer que l'enfant a complètement récupéré de toutes ses fonctions avant de le permettre d'aller en chambre d'hospitalisation. Donc, c'est les mêmes précautions de base. D'accord. Voilà. Professeur Ouedraogo, quelles sont les perspectives du métier d'anesthésiste réanimateur? Les perspectives du métier au Burkina Faso et même un peu partout dans le monde sont caractérisées d'abord par une situation de fait. C'est l'insuffisance des médecins anesthésistes réanimateurs. Il y a une insuffisance extrêmement lourde un peu partout dans le monde et dans notre pays, c'est une carence très très forte. Nous sommes à peine une quarantaine de médecins anesthésistes réanimateurs pour 20 millions d'habitants à peu près. Donc, c'est une profession en plein devenir, extrêmement attrayante et d'où nous espérons une augmentation des effectifs grâce au diplôme d'études spécialisées ouvert à l'université de Ouaga. Les perspectives seront aussi excellentes grâce, nous espérons, au soutien dont les autorités nous feront bénéficier en normalisant les plateaux techniques, en les mettant aux normes de sécurité que nous avons évoquées tout à l'heure. Et ces deux aspects réunis permettraient à l'anesthésiste réanimateur de jouer pleinement son rôle de pivot, d'élément central du système de soins dans les hôpitaux. Et d'attirer, ce faisant, de jeunes praticiens dynamiques, passionnés par les soins aux patients et par l'envie d'aider, de soulager, de sauver les patients. Donc nous sommes tout à fait confiants et optimistes quant aux perspectives. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau, chers invités. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50,
60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques.